Voilà. Donc, la précédente vidéo, donc, c'était le début du cours sur la mutagénèse dirigée. À savoir qu'il existe deux types de mutagénèse. Une mutagénèse dite naturelle ou aléatoire, qui touche l'entière, la totalité de la séquence sur le génome. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, la mutagénèse aléatoire ou classique, ben, ça consiste soit à attendre que les mutations surviennent spontanément, naturellement. Donc ça arrive tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. Les organismes reçoivent des rayonnements ionisants, sont soumis à des substances chimiques comme les pesticides et des substances qui sont fabriquées dans notre alimentation, par la cuisson par exemple. Donc tout ça, ça contribue à toucher, à affecter notre génome. Donc malgré la réparation des erreurs, parfois certaines erreurs peuvent être maintenues. Donc ça conduit à des mutations. Si ces mutations ont lieu dans des cellules germinales, ces cellules germinales peuvent transmettre ces mutations à la descendance. Et donc on va hériter d'une descendance qui est mutante sur certains gènes. Mais dans la mutagénèse donc classique ou aléatoire, soit on laisse faire les choses, soit on les provoque en soumettant les organismes entiers à des substances, mais en tout cas, on ne contrôle pas grand-chose puisqu'on ne sait pas à quel endroit, dans la mutagénèse classique ou aléatoire, on ne sait pas à quel endroit les mutations vont avoir lieu et on ne sait pas combien de mutations on va obtenir. Deuxième type de mutation, c'est la mutagénèse dirigée. La mutagénèse dirigée, c'est la mutagénèse qui nous concerne en génie génétique. Donc génie génétique, ça signifie science de l'ingénieur qui utilise la génétique comme outil. Et donc la mutagénèse dirigée, c'est une mutagénèse qui va cibler précisément une portion de séquence qui nous intéresse. Alors très souvent, on va cibler un gène, mais ça peut être aussi une séquence qui se situe en dehors d'un gène dans des cas particuliers. Alors dans la plupart des cas, bien entendu, c'est plutôt le gène lui-même qui va être muté. Et donc la mutation la plus fréquente en mutagénèse dirigée consiste à détruire le gène, c'est-à-dire à l'empêcher de s'exprimer, du moins à l'empêcher de, in fine, produire une protéine. Donc cet exemple de mutagénèse dirigée s'appelle le knockout, c'est-à-dire c'est la destruction d'un gène. Voilà. Donc ça c'est l'introduction, je refais un peu l'introduction que j'avais fait sur le début du cours. Donc dans ce cours, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait différents outils utilisés. Parmi ces outils, les enzymes de restriction et de modification. Donc il y avait des exercices dans le diaporama que vous pouviez faire tout seul et que j'ai commenté dans la vidéo. Donc là, par exemple, on est sur l'enzyme EcoR1 et je vous donne juste les trois premières bases GAA, GAA. Il faut deviner les trois autres, sachant que c'est un site palindromique. C'est facile de trouver les trois bases manquantes. Alors, il suffit de compléter les bases qui se trouvent en face de GA. On a donc en face de GA, ça va faire C, TT. Et donc, si on réfléchit, eh bien, ce qui va suivre GA, ça va être donc TTC. Voilà. Donc, la coupure également est palindromique, donc on va se retrouver également sur le deuxième brin. Voilà. On va se retrouver sur le deuxième brin entre G et A. Donc là, on a la diapo qui nous montre le corrigé. Voilà, donc le brin entier. Et si on regarde les deux brins et on regarde la coupure que ça donne, donc voilà ce que ça va donner. Donc ici, on a un double brin qui est coupé et ça nous donne donc une extrémité cohésive avec ce qu'on appelle un 5' overhang AATT. Alors pourquoi un 5' overhang AATT? Bien parce que si on regarde le brin qui n'est pas celui du haut à gauche, donc c'est G, il nous reste que G, et de l'autre côté, on aurait un brin AATT avec le 5' à gauche. Voilà, le overhang, donc c'est la partie qui dépasse. Petite partie ici. Donc ici, on est sur un site à 6 paires de bases, et comme ça coupe entre la première et la seconde, et bien comme tout est symétrique, ça va nous faire donc une extrémité débordante de 4 bases. Et comme on doit toujours écrire les séquences de 5' vers 3', ici on l'écrit AATT, donc en prenant donc le 5' est côté A et donc le 3' est côté T.
Voilà. Donc, j'ai mis ici, comme vous avez le lien vers le diaporama, si vous cliquez sur le lien que j'ai mis là, Enzyme Finder, vous tombez directement sur le site. Alors, je ne sais pas, non, on ne va pas y aller parce que c'est pas on n'aura pas le temps. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir et puis contrôler tout ce que je raconte. Donc, ça peut m'arriver, des fois, j'ai la langue qui fourche et je dis des bêtises, donc il faut être capable de contrôler ce que je raconte. Alors, la diapo suivante, c'est juste la conclusion de cette partie sur les enzymes. Rappel sur les enzymes de restriction. Il y a deux choses, enfin, parmi les plus importantes, c'est certains termes comme isoschisomère. Iso, ça veut dire même. Schizo, ça veut dire double. Et mère, molécule. Donc, des molécules qui ont le même double, c'est-à-dire des molécules différentes, donc des protéines différentes, issues de gènes différents, d'organismes différents, donc qui ont été inventées par l'évolution à deux moments différents de manière indépendante. Donc, par exemple, ici, on a l'enzyme BCL1 et FBA1. Si vous les comparez sur Enzyme Finder, vous verrez qu'elles reconnaissent et coupent exactement sur le même site. Donc, ces deux enzymes sont des isoschisomères. Ça signifie qu'elles reconnaissent et coupent le même site. Une deuxième notion très importante, c'est les enzymes compatibles. Donc, qu'est-ce que c'est deux enzymes compatibles? Alors, elles ne reconnaissent pas exactement le même site. En revanche, elles vont produire des extrémités collantes qui ont exactement les mêmes extrémités cohésives, ou appelées en anglais overhang. Donc, si elles ont les mêmes extrémités cohésives, ça veut dire qu'on peut couper un brin d'ADN avec une de ces enzymes, couper un autre brin d'ADN avec la deuxième enzyme compatible, et les extrémités collantes seront complémentaires inversés et donc pourront s'associer. Donc on peut utiliser des enzymes compatibles pour créer des extrémités cohésives identiques. Voilà. Donc ça, il faut bien le retenir. Alors, les outils de la mutagénèse, il n'y avait pas que les enzymes de restriction et de modification, il y a la PCR. Voilà. Donc ça, c'est la partie d'aujourd'hui. Donc la PCR permet l'ajout dans les parties 5' des amorces de séquences supplémentaires sur mesure. Donc ça, on l'avait vu, et il faut absolument que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc la PCR permet de rajouter tout ce qu'on veut comme séquence du côté 5' des amorces. Alors le côté 3' des amorces, pourquoi on n'y touche pas? Parce que c'est lui qui va s'hybrider sur l'ADN amplifié, et donc la partie 3' des amorces, on l'a vu en cours, elle fait environ 20 bases, donc pour être spécifique. Et donc, c'est 20 bases, donc ça peut être 18, 19, 20, 21, 22, bien sûr. Donc, aux alentours de 20 bases, ce qui permet à cette amorce de se fixer, de s'hybrider à un seul endroit, par exemple dans notre génome. Probabilité qu'une amorce de 20 bases se fixe sur notre génome est de une chance sur à peu près 1000 milliards. Comme notre génome fait 3 milliards de paires de bases, une amorce au hasard aura une chance sur 300 seulement de pouvoir trouver une cible sur notre génome. Donc, 20 bases, c'est vraiment spécifique. Donc, il faut que la partie 3' de l'amorce soit spécifique, mais par contre, on peut allonger cette amorce et du côté 5' rajouter tout ce qu'on veut. Donc, des séquences qui n'existent pas sur l'ADN qu'on amplifie. Et donc, ça va permettre de rajouter des choses. Alors, ça peut être utilisé aussi pour faire de la mutagénèse. Donc, une astuce utilisée en PCR est de réaliser ce qu'on appelle une PCR inverse. Donc, on va le voir sur le schéma suivant, une PCR inverse. Pourquoi inverse? Alors, c'est une vraie PCR, c'est une PCR tout à fait classique, sauf que quand on fait le schéma, on va inverser l'ordre habituel des amorces. Mais par contre, il faut bien avoir en tête que c'est une vraie PCR, elle fonctionne parfaitement comme n'importe quelle PCR. C'est simplement la représentation de cette PCR qui est un peu bizarre et où on va inverser le sens des flèches au niveau des amorces. Donc, voici trois exemples de PCR inverse qui sont utilisés pour faire 3 types de mutagénèse sur une cible. Alors ici, nous avons donc, alors la PCR inverse, je ne l'ai pas dit, mais c'est une PCR inverse, c'est une PCR qui a lieu la plupart du temps sur un plasmide, c'est-à-dire une molécule qui est circulaire. Donc ici, on voit les amorces qui sont intitulées primer 1, primer 2. Et le sens d'élongation de ces amorces, par la Taq polymérase, est indiqué par les flèches. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une inversion, puisque d'habitude,
quand on dessine un schéma de PCR, on a la cible qui se situe entre les deux amorces. Ici, donc, c'est aussi le cas, mais il faut regarder le schéma un peu autrement. Ici, les deux amorces, le entre les deux amorces signifie tout le vecteur. Donc, si on regarde bien, là, si j'allonge le primer 1, donc la flèche nous indique le sens d'élongation. Donc, si on allonge le primer 1, on peut faire la totalité du tour donc, du plasmide. On peut même faire plus qu'un tour. Donc, au premier cycle, c'est tout à fait possible que l'enzyme réplique une molécule dans un amplicon qui soit plus grand que le plasmide. Ça, c'est pas un problème. Sachant qu'au deuxième cycle, sur cette molécule qui est plus longue qu'un plasmide, au deuxième cycle, le primer 2 va se fixer, va s'hybrider sur cette nouvelle molécule et c'est ce primer 2 qui va délimiter le deuxième côté de l'amplicon. Et on l'a vu en cours, à partir du troisième cycle, l'amplicon aura exactement la taille située entre le primer 1 et le primer 2 inclus. Donc, primer égale amorce, bien sûr. Alors ici, on a trois types de dispositifs. Le premier qui conduit à une substitution, c'est-à-dire qu'on va mettre dos à dos les deux amorces. Dos à dos, c'est-à-dire qu'on va mettre à une base près, donc les côtés 5' de chaque amorce, quasiment au même niveau dans le plasmide. Donc, lorsque on voit au milieu le résultat, linear product, c'est-à-dire l'amplicon, on va obtenir donc une molécule linéaire qui contient le même nombre de bases que le plasmide, sauf qu'on aura un amplicon, donc quelque chose de linéaire. Donc ici, si on veut provoquer une substitution, dans la partie 5' du primer 2, la petite étoile signifie qu'on a modifié la séquence et que ici, au niveau de l'étoile, on va créer ce qu'on appelle un mismatch en anglais, c'est-à-dire un mésappariement. Un mésappariement, c'est-à-dire par exemple, si on a sur la séquence normale un A, eh bien sur notre primer, on peut mettre un T, un G ou un C, et dans ce cas-là, on va changer une base. On peut changer une base, on peut en changer 2, 3, 4, autant qu'on veut finalement. Donc, vous aurez une partie 5' de votre primer qui sera modifiée par rapport à la séquence d'origine. Mais ce qu'on obtiendra à la fin, c'est l'amplicon. Et donc, la séquence de l'amplicon correspondra à la séquence mutée qu'on a ajoutée dans le primer 2. Une fois qu'on aura recircularisé à l'aide d'une ligase le vecteur, on obtient une copie du vecteur initial, qui est exactement la même taille dans le cas de la substitution, mais avec une petite étoile, c'est-à-dire qu'on aura changé un certain nombre de bases. Donc, quand il y a substitution, on va remplacer une ou plusieurs bases par d'autres bases. Bon, application de ça, eh bien, par exemple, on veut le petit rectangle rose là, qui a été muté, eh bien, on peut imaginer que c'est la séquence codant une enzyme, et en substituant certaines bases par d'autres, on peut modifier certains codons, et donc ces codons des acides aminés, on peut dans la protéine finale remplacer certains acides aminés de la protéine sauvage par des acides aminés différents qui apporteront à l'enzyme des propriétés particulières. Par exemple, ce qui est souvent fait, c'est qu'on va remplacer la sérine, qui est un alcool, donc dans le groupe latéral, c'est CH2OH, par une cystéine qui est CH2SH. Donc ici, là, le remplacement d'un acide aminé par l'autre va substituer donc un oxygène. À un oxygène, on va substituer un soufre. Et vous savez que les cystéines, grâce à l'atome de soufre, peuvent, par oxydation, si elles se trouvent à proximité d'une autre cystéine, former un pont disulfure. Donc, dans le cas d'une enzyme, par exemple, on peut consolider l'enzyme, la rigidifier en créant des ponts disulfures qui n'existent pas dans la nature. Et de ce fait, par exemple, on peut rendre une enzyme résistante à des températures plus élevées. Donc, on peut avoir des enzymes qui sont plus thermorésistantes, plus résistantes à la dénaturation thermique. Donc ça, c'est un exemple très classique. Et puis, on peut au hasard modifier un certain nombre d'acides aminés et à chaque fois regarder qu'est-ce que ça apporte sur soit la thermorésistance, soit la vitesse maximale de l'enzyme, soit sa spécificité. Par exemple, on peut essayer de
en modifiant les acides aminés un par un, essayer de trouver un mutant qui va reconnaître des substrats légèrement différents. Donc, on peut adapter des enzymes existantes pour qu'elles reconnaissent des substrats dont on ne connaît pas d'enzymes. Voilà. Et donc, dans le génie chimique actuel, les chimistes qui sont incapables, par des méthodes classiques, de fabriquer des molécules organiques complexes, peuvent modifier des enzymes pour s'en servir, pour fabriquer les molécules que seule la nature est capable de faire grâce aux enzymes. Voilà, donc la substitution, ça sert beaucoup pour modifier des séquences de protéines. Ensuite, délétion et insertion, comme leur nom l'indique, ça consiste à soit enlever un morceau de séquence, soit à insérer un morceau de séquence. Alors, une délétion, à quoi ça peut servir? Eh bien, toujours dans le cas de l'étude d'un gène qui code une protéine, on peut se poser des questions sur à quoi servent chaque portion de protéine. Vous avez vu avec Madame Brosse que la structure tridimensionnelle des protéines se caractérise par des regroupements de structures secondaires. Ces regroupements de structures secondaires dans l'espace créent des structures tertiaires qui s'appellent des domaines. Donc, beaucoup de protéines possèdent plusieurs domaines, c'est-à-dire plusieurs portions tridimensionnelles qui sont séparées dans l'espace. Par exemple, vous imaginez une cacahuète, pas une cacahuète, un altère, vous voyez, donc deux boules qui sont reliées par un lien. Eh bien, on pourrait dire qu'ici, si la protéine a une forme d'altère, ou de 8, si vous voulez, on peut identifier deux domaines avec un peptide de jonction entre les deux domaines. Bon, mais si on veut savoir à quoi sert un des domaines, on peut, par exemple, le supprimer en faisant une délétion. Alors ici, la configuration, c'est que les amorces, au lieu de les mettre bout à bout, on va les éloigner. Et la portion donc, qui est située entre les deux côtés 5' des amorces, cette portion, elle ne sera jamais amplifiée. Donc, si on regarde comment se fait la PCR, donc on prolonge les flèches et on fait le schéma de PCR de manière classique et on voit que la portion qui est encadrée ici, région to be deleted, cette région ne sera jamais amplifiée. Donc, vu qu'elle n'est pas amplifiée, elle n'apparaît pas sur le produit linéaire. Et donc, après ligation par une ligase, en présence d'ATP et de magnésium, on obtient un plasmide qui est plus court et qui, vous le voyez, donc il y a le petit rectangle rose qui a disparu. C'est une séquence qui est délétée d'une portion. Donc ensuite, on peut exprimer la protéine, regarder ce qu'elle fait, regarder si elle est encore active et qu'elle a perdu avec son domaine. Donc par exemple, on avait vu des protéines qui ont deux domaines, des protéines qui ont, si on prend les enzymes de restriction, oui. Pour la délétion, là, je comprends pas un truc. Oui. Ça va se polymériser jusqu'au petit rectangle jaune, mais ça va aller jusqu'où après, jusqu'au début de la primers 2 ou pas? Enfin, je comprends pas. Ici, on est sur une PCR qui fonctionne, une PCR classique, sauf que le schéma de représentation nous montre des amorces qui apparemment sont orientées en sens inverse de d'habitude. Mais si on regarde bien, c'est une PCR tout à fait normale. Si vous prolongez vos amorces, elles vont, si vous voulez, l'amplicon va s'arrêter lorsque le primer 1 va être allongé, la polymérase va aller jusqu'au primer 2 et même éventuellement au-delà. Mais à l'issue d'un certain nombre de cycles, l'amplicon ne sera formé que de l'ADN qui est situé entre le primer 1 et le primer 2. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a un morceau ici qui ne sera pas amplifié. D'accord, ok. Okay, ouais. Alors, il faut absolument que vous le dessiniez sur un bout de papier. C'est-à-dire, vous dessinez ce schéma-là, vous faites le premier cycle, puis le deuxième cycle, et là, vous allez vite comprendre qu'il y a un moment où, dans l'amplicon final, le bout d'ADN qui n'est pas qui est entre les deux amorces, ici, le petit bout, il ne sera pas du tout amplifié. Et donc, il sera perdu. Donc, délété. Voilà. Dans la deuxième partie, vous avez dans le deuxième exemple où il y a une insertion,
Ici, vous voyez qu'il y a une extension au primer 1. Alors, cette extension, elle est du côté 5'. Si vous regardez la flèche qui montre l'élongation, la flèche est donc du côté 3'. Donc, on a au niveau du primer 1 une extension 5' qui est verte, et au niveau du primer 2, une extension orange. Et on voit que ces extensions sont situées à peu près au même endroit. Mais ces extensions ne correspondent à rien de ce qui existe réellement sur le plasmide. Donc, c'est des morceaux qu'on va rajouter à la séquence finale. Donc ici, nos deux amorces primer 1 et 2, ici, ce n'est pas très bien fait sur le schéma, mais donc vont probablement être situées à peu près bout à bout sur la séquence du vecteur. Et lorsqu'il y aura amplification, donc la longueur du vecteur va être allongée de la séquence verte à gauche et de la séquence orange à droite. Donc, ce qui fait qu'on aura ajouté deux séquences. Et à l'issue de la ligation donc de l'amplicon qui est linéaire, on va obtenir un vecteur qui sera plus grand. Et ici, on voit que le rectangle bleu et rose sont éloignés l'un de l'autre, puisqu'on a rajouté des bases par ce procédé. Alors là aussi, il faut faire soit le schéma de la délétion, soit de l'insertion, et dans les deux cas, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous verrez apparaître donc les amplicons, l'ADN cible, et là vous verrez que dans un cas on a enlevé un morceau d'ADN, dans l'autre cas on a rajouté des séquences. Alors pour que vous compreniez bien tout ça, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, petite vidéo qui fait un quart d'heure seulement, et qui vous montre pas à pas comment on fait on fait concrètement donc la préparation d'une manip où on va ajouter un tag histidine à la GFP. Donc, il y a aussi donc la diapo suivante. Donc, vous avez accès au diaporama, donc vous pouvez voir la vidéo. Donc, sur le diaporama initial, donc j'ai mis un lien vers la vidéo du site NEB qui explique la PCR inverse, mais d'une manière un peu théorique. Bien sûr, ils expliquent ça de manière à vendre leurs produits, mais elle est quand même assez bien faite. Elle est en anglais également. Mais vous pouvez mettre des sous-titrages en français sans problème. Alors, sur ma machine, ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Voilà. Alors là, voilà, l'addition d'un peptide avec 6 histidines en position N-terminale de la GFP. Donc, c'est ce que je présente dans la petite vidéo. Donc, ajouter un peptide à une protéine. C'est pour la purifier, Comment? L'ajout de la cystidine, c'est pour la purifier plus tard. Voilà, tout à fait. Donc, l'année dernière en TP, on avait fait un TP dans lequel on avait des souches qui produisaient la GFP taguée histidine. Donc, c'était des souches qui apparaissaient jaune fluo sur les boîtes. On avait raclé les boîtes pour récupérer les souches et on les avait lysées avec des ultrasons pour obtenir un LISA, donc un extrait cellulaire. Ensuite, cet extrait, on l'avait filtré, passé sur une colonne d'affinité sur laquelle il y avait du nickel. Et ce nickel a la propriété de se fixer très fortement aux azotes des histidines. Et si on met 6 histidines côte à côte sur un même peptide, la tâche sera très très forte. Donc 2 histidines pourront se fixer à un nickel. Et là, comme il y aura 6 histidines à la suite, ça veut dire que ce morceau de protéine va s'attacher à 3 nickels. Donc là, la force d'attachement est très très importante. Et ça suffit donc pour réaliser la chromatographie d'affinité dans laquelle on va pouvoir spécifiquement purifier la protéine qui est taguée. Donc ici, ajouter un peptide 6 histidine à une protéine, ça permet donc en effet de la purifier par chromato d'affinité. Alors, voilà, la GFP est codée sur le vecteur PGLO. Et le peptide histidine est codé par des codons. Alors, soit le codon 4, d'après le code génétique, il y a 2 codons qui peuvent coder les histidines. Donc, ça peut être soit CAT, soit CAC. Voilà, donc j'ai créé sur la chaîne YouTube une petite vidéo d'1 quart d'heure. Peut-être qu'on va arriver à la voir ici. Donc, il n'est pas question qu'on la voit ensemble. Je vois pas trop l'intérêt. Alors, dans cette vidéo que j'ai fait en un seul
un seul passage, il y a une erreur à la 8e minute. À un moment, ma langue a fourché et j'ai parlé de C terminal au lieu de parler de 5 primes. Donc, vous ferez attention. Je l'ai mis en commentaire, de toute façon, dans le... Ah, ça c'est moi qui parle. Alors, j'essaie de couper la vidéo. Voilà, c'est bon. Alors, voilà, donc cette petite vidéo qui permet d'expliquer comment concrètement on prépare la manip. Je vous laisse la regarder tout seul tranquillement. Et pour que ce soit fructueux, il faut que vous ayez le site neb.com sous les yeux pour pouvoir faire exactement ce que je vous montre dans la vidéo. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de regarder la vidéo comme ceci, toute seule. Il faut faire la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est plutôt un tutoriel, il faut essayer de faire la manip en même temps. Donc la vidéo dure un quart d'heure, mais vous pouvez facilement y passer une bonne heure pour bien comprendre ce qui se passe. Je vous assure que ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc en parallèle, vous aurez Serial Cloner qui vous permettra d'effectuer la PCR, donc la PCR comme c'est indiqué dans la vidéo, et vous pourrez vérifier qu'en effet, on arrive à rajouter donc, des codons à l'endroit qu'on veut dans le plasmide. Donc c'est assez magique, c'est assez puissant comme technique, donc ça vaut vraiment le coup que vous regardiez cette vidéo, tout en faisant l'exercice, c'est-à-dire en reproduisant les manips que je vous montre. Donc je ne vais pas le faire maintenant, je vous laisse le faire tranquillement, à votre rythme. Donc là, je vais continuer le cours, et en vous parlant d'une deuxième, donc une troisième type d'outil qui permet de faire de la mutagénèse, c'est un outil qui utilise la recombinaison homologue. Donc, pour qu'il y ait recombinaison homologue, il faut qu'on ait 2 molécules d'ADN double brin et une machinerie cellulaire qui permet d'apparier ces brins pour former un intermédiaire qui s'appelle la jonction de Holliday, donc qui est une forme de croix. Et cet ADN double avec 4 brins qui forment une croix peut être coupé en 2 et ça permet donc de faire des échanges de brins d'ADN. Alors, donc cette recombinaison homologue, on va le voir, elle permet d'introduire dans l'ADN, à des endroits particuliers, l'ADN qui nous intéresse. Alors, voici un petit rappel sur ce qui se passe lorsque l'ADN double brin est coupé. Donc, en haut sur ce schéma, vous avez DSB, c'est-à-dire Double Strand Break, une coupure double brin. Donc, lorsqu'il y a par exemple des rayonnements de la radioactivité, des rayons gamma, des rayons alpha et bêta, ils sont suffisamment énergétiques pour pouvoir casser les 2 brins de la molécule d'ADN. Donc ça, c'est très très grave. C'est très grave, c'est-à-dire si une cellule ne répare pas une cassure double brin, les extrémités de l'ADN du chromosome qui est coupé peuvent être rapidement dégradées par des exonucléases, et donc tous les gènes portés par ces chromosomes sont perdus, et tôt ou tard, ça va conduire à la mort cellulaire, puisqu'il manquera des protéines essentielles à la cellule. Donc cette coupure double brin, c'est tellement grave que la nature a inventé plusieurs systèmes pour réparer cette coupure double brin. Donc le premier système à gauche, c'est le NHEJ, c'est-à-dire non-homologous end joining, c'est-à-dire la jonction des extrémités, donc end joining, ça veut dire la jonction des extrémités de manière non homologue, NH. Donc, dans le cas le plus urgent, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire autrement, ben, la cellule va rabouter les 2 extrémités. Donc ici, on voit qu'il y a un certain nombre de protéines qui interviennent pour finir par une ligation. Alors, ce qui n'est pas évident dans ce schéma, c'est que la plupart du temps, soit il y a une perte de base, soit il y a un ajout de base. La plupart du temps, c'est plutôt une perte de base. Il y a une petite délétion. Donc, les 2 morceaux sont raccrochés l'un à l'autre, mais la plupart du temps, c'est avec pour conséquence une délétion. Alors, comme cette fragmentation de l'ADN a très souvent lieu en dehors des gènes ou des séquences qui sont importantes pour les gènes,
cette petite délétion, la plupart du temps, n'a pas trop de conséquences. Par exemple, si cette délétion a lieu à l'extérieur des gènes ou à l'intérieur d'un intron, ça n'a a priori aucune conséquence sur le gène. A priori, parce que bon, le génome est quand même très complexe. Voilà. Donc, possibilité, c'est l'ADN est rabouté de manière approximative, c'est le NHEJ. Donc, non homologous, ça signifie donc qu'il ne fait pas appel à la recombinaison homologue. Par contre, à droite, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est une réparation qui fait appel à la recombinaison homologue. Donc, dans ce cas-là, vous avez les extrémités qui sont créées par la coupure, qui sont allongées, paradoxalement, pour laisser dépasser uniquement un des deux brins, le moins abîmé. Ce brin le moins abîmé est, disons, il est consolidé par des protéines de type single strand binding protein que vous avez vu dans la réplication. Donc, ces petits ronds-là qui vont stabiliser cette molécule simple brin sur laquelle va se fixer un certain nombre de molécules qui ressemblent par exemple à la molécule REC-A que l'on trouve chez les bactéries et qui est capable de former des triples hélices. Donc, triples hélices qui vont être des précurseurs à la formation de la jonction de Holliday. Donc, ces molécules, alors ici, on est dans un système eucaryote, donc ce n'est pas la protéine REC-A qui est représentée ici, c'est la protéine RAD51, peu importe. Donc, cette protéine RAD51 qui fait comme REC-A va permettre d'apparier un brin d'un chromosome sur un brin qui a une séquence homologue sur un autre chromosome. Donc, le fait d'avoir deux chromosomes dans nos autosomes, ça permet de réparer l'ADN lorsqu'il y a une cassure double brin. Voilà. Et lorsqu'il y a recombinaison homologue, ensuite, donc, le brin qui n'est pas cassé va servir de modèle pour réparer le brin qui est interrompu. Donc, le système est assez complexe. Ce n'est pas la peine de l'étudier en détail. De toute façon, c'est trop complexe c'est une sphère de spécialistes. Et donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est donc que c'est une possibilité de réparation de l'ADN. Donc, c'est ce qui va être utilisé pour faire donc, ça, c'est un phénomène naturel. Donc, aussi bien à gauche qu'à droite, ce sont deux mécanismes naturels qui existent et qui ont lieu tous les jours dans chacune de vos cellules. Donc, ça a servi de base pour monter une nouvelle stratégie de mutagénèse dirigée qui consiste à créer exprès une cassure double brin. Donc, on va faire exprès de créer une cassure double brin, mais on ne va pas la créer n'importe où, on va la créer à un endroit bien particulier. On va créer cette cassure double brin à l'endroit que l'on veut muter. Alors, pour créer cette coupure à l'endroit que l'on veut muter, il faut qu'elle soit spécifique, c'est-à-dire que ça coupe une seule fois dans le génome. Pour cela, au cours de l'histoire du génie génétique, on a découvert et utilisé différents types d'enzymes qui sont des enzymes qui ressemblent à des enzymes de restriction. Donc là, les premières connues, ça a été les méganucléases qui reconnaissaient des enzymes des sites de plus de 20 bases. Donc ce qui est très spécifique, ça coupait une fois par génome. Alors le problème des méganucléases, c'était des enzymes qui étaient très difficiles à modifier. Pourtant, c'est ce qu'on faisait. Donc il y a une entreprise française qui était connue mondialement il y a 20 ans et qui se spécialisait là-dedans. À l'heure actuelle, elle n'existe plus puisque ces méganucléases ont été abandonnées. Donc je ne vais pas en dire plus. Alors pourquoi elles ont été abandonnées? Parce qu'on a trouvé mieux. On a trouvé par exemple les enzymes à doigt de zinc qui étaient un peu plus faciles à modifier. Donc ces enzymes à doigt de zinc, peut-être que vous avez dû voir peut-être avec Madame Brosse, c'est des enzymes qui interagissent avec l'ADN par des structures qu'on appelle les doigts de zinc qui comportent un atome de zinc qui sert à rapprocher les acides aminés entre eux en établissant des liaisons métal-azote, un petit peu comme il y a les liaisons qui se forment entre le nickel et l'histidine qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces doigts de zinc vont faire des structures secondaires très fines d'acides aminés qui seront capables de rentrer comme un doigt dans le petit et le grand sillon de l'ADN et permettre aux acides aminés qui se situent à l'extrémité du doigt d'interagir directement avec les bases. Et donc ces enzymes à doigt de zinc sont capables de reconnaître spécifiquement des séquences d'ADN. Donc le binding domaine de ces enzymes à doigt de zinc
le binding domain est constitué donc par ces doigts de zinc qui vont permettre à des acides aminés d'établir des liaisons hydrogènes directement avec les bases et de manière spécifique. Donc, si la séquence reconnue est la bonne, il y aura un maximum de liaisons hydrogènes qui seront formées et donc la force de liaison sera suffisamment grande pour stopper l'enzyme et lui permettre d'agir avec son deuxième domaine qui est un domaine d'hydrolyse et donc c'est celui qui coupera l'ADN. Alors là aussi, il était possible de fabriquer ces enzymes, tout comme les enzymes TALEN qu'on a vu dans un devoir. Donc c'est des enzymes qui sont dérivées d'un facteur de transcription. Ce facteur de transcription ayant un domaine de liaison à l'ADN qui est facile à modifier, c'était récemment les plus utilisés. Donc, par une série de PCR, on pouvait assez facilement produire sur mesure le domaine de liaison à la séquence qui nous intéressait. Voilà. Alors, les TALEN, c'était très très bien déjà, mais à l'heure actuelle, presque plus personne n'utilise les 3 premières enzymes parce qu'on a découvert une enzyme miracle qui s'appelle l'enzyme Cas9. Alors, Cas9, c'est le nom de l'enzyme, et CRISPR, c'est un acronyme assez complexe qui désigne un système immunitaire des bactéries. Donc, certaines bactéries ont, au cours de l'évolution, constitué une sorte de mémoire des infections phagiques que leurs ancêtres ont subies sans mourir. Et donc, certaines bactéries sont capables de conserver des fractions de génome de différents phages et elles les stockent dans leur ADN. Donc, elles les stockent dans un système qui s'appelle CRISPR, c'est-à-dire c'est un système où vous avez une répétition de séquences. Et ces séquences sont issues donc de traces de phages qui n'ont pas tué les ancêtres et qui ont été stockées pour permettre à la bactérie de se défendre s'il y a de nouvelles infections par ce genre de phage. L'enzyme Cas9, elle, c'est une enzyme qui, toute seule, est incapable de reconnaître l'ADN. Par contre, on va le voir, à l'aide d'un partenaire très particulier, elle va être capable de couper l'ADN à un endroit très particulier. Donc, elle a la même utilisation que les 3 enzymes qu'on vient de voir. Et vous allez voir que Cas9 est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, l'enzyme, elle est protégée. Oui. La Cas9 aussi, c'est une protéine aussi bactérienne comme la CRISPR. CRISPR, c'est pas une enzyme, c'est Cas9. Oui, mais la Cas9, elle provient aussi d'origine bactérienne. Tout à fait, oui. Oui, le système CRISPR, on parle souvent de CRISPR-Cas9 parce que on associe le système génétique, CRISPR, qui mémorise donc l'ADN des phages, et l'enzyme qui est codée un peu plus loin sur le génome, qui s'appelle Cas9. Alors, il y a Cas9, mais il y a Cas1, Cas2, il y en a plusieurs des Cas. Donc, chez différentes bactéries, il existe plusieurs systèmes CRISPR. Et donc, celui qui était le plus facile à utiliser comme outil, c'était Cas9. Mais depuis, on en a découvert d'autres, et puis il y a des tas de nouveautés qui apparaissent fréquemment. Et donc, Cas9, si vous voulez, j'en parle parce que c'est l'enzyme historique. Mais si vous travaillez dans les labos, il est possible que vous utilisiez des outils qui ont encore évolué par rapport à Cas9. Donc là, l'idée, c'est que vous soyez capable d'expliquer ce qu'est le système CRISPR-Cas9. Donc, c'est surtout Cas9 qui nous intéresse. Donc, comment cette enzyme est capable de reconnaître une séquence? Elle est capable de la reconnaître parce qu'elle va se servir d'un brin d'ARN comme guide pour reconnaître la séquence cible. Donc, le brin d'ARN, le brin d'ARN va se replier dans l'espace pour former ce qu'on appelle des structures secondaires. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous reconnaissez bien les acides nucléiques. Donc, vous avez l'ADN double brin. On reconnaît très bien la double hélice avec le petit sillon, le grand sillon. Très, très clair sur ce schéma. Vous voyez qu'au niveau de l'enzyme Cas9 en bleu, vous avez un site actif
un site actif qui reconnaît l'ADN double brin et qui localement, à l'intérieur du site actif, va dérouler l'ADN double brin. Donc l'ADN double brin est déroulé, donc ça fait qu'il y a les deux brins qui sont séparés, et un des deux brins va s'hybrider spécifiquement à l'ARN guide. Donc on voit sur le schéma ici que vous avez l'ARN guide qui est en vert, qui possède une partie de sa séquence qui est exactement le complémentaire inversé d'un des deux brins de l'ADN cible. Donc, une partie de cet ARN guide va être le complémentaire inversé de la séquence cible. Le reste, en revanche, ne bouge pas. Le reste est toujours identique et va toujours former le même type de structure secondaire. Donc, vous voyez ici, il y a des replis. Donc là, l'ARN possède ce qu'on appelle des séquences palindromiques, c'est-à-dire des séquences qui, sur le même brin, sont complémentaires inversées. Et donc, comme elles sont complémentaires inversées, lorsque le brin se replie sur lui-même, il est capable de former une double hélice. Donc, c'est ce qu'on voit. On voit ici, vous voyez, linker loop, là. Eh bien, chaque petit trait ici, le face à face, on voit que chaque petit trait sont parfaitement alignés. Donc, c'est parce qu'il y a complémentarité parfaite. Donc, en face des A, il y a des U, en face des U, il y a des A, en face des G, des C, en face des C, des G. Voilà. Donc, cette partie-là est tout le temps la même. Ça ne change pas entre différents ARN guides. Donc, dans la bactérie, on retrouve des répétitions. Donc, cet ARN est codé dans la bactérie sous forme d'ADN. Et les ADN du système CRISPR sont transcrits. Donc, ces ADN sont transcrits pour donner les ARN guides, différents ARN guides. Donc, si par exemple la bactérie a mémorisé 18 séquences de phage, eh bien, vous allez avoir 18 répétitions, enfin 18 séquences d'ARN guide codées dans l'ADN. Après transcription, ça va former 18 ARN guides. Et alors, pourquoi on appelle ça des répétitions? Mais parce qu'il y a une partie de ces séquences qui sont spécifiques aux phages, mais aussi une partie qui va former le linker loop, le PAM et le SG, enfin voilà, il y a tout, et le nuclobe. Enfin, pas le nuclobe, enfin la partie qui est en zigzag ici dans le bas de la molécule. Voilà. Donc ici, il y a toute une partie de l'ARN qui ne change pas, et donc dans l'ADN de la bactérie, dans le système CRISPR, vous avez cette séquence-là qui ne bouge pas et qui est répétée autant de fois qu'il y a de portions de phages mémorisées. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une répétition. Voilà, donc cette enzyme existe dans la nature, bien sûr. Donc c'est à partir de la découverte de l'étude de cette enzyme que les derniers prix Nobel ont deux femmes, dont une française qui s'est expatriée aux États-Unis. Donc ces deux femmes ont découvert ce système et ont eu toutes rapidement l'idée de l'utiliser comme outil. Parce qu'en effet, ici, on a un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser que les enzymes qu'on a vues précédemment. Pourquoi? Et parce que la partie protéique est toujours la même, il n'y a pas besoin de la muter. Donc on va avoir toujours la même enzyme Cas9, et pour donner une spécificité à cette enzyme, il suffira de modifier simplement l'ARN. Et ce n'est pas l'ARN que l'on va modifier, on va modifier l'ADN qui code cet ARN. Alors, on va étudier ensemble maintenant des vecteurs. Ça nous permettra de vérifier, de résumer, ça nous permettra donc qu'est-ce que je dis? Oui, vous avez un examen, donc il faut faire des révisions. Donc, on va réviser un certain nombre de notions sur les vecteurs et on va en profiter de cet exemple pour le faire. Donc, comment on va fabriquer sur mesure des ARN guides pour l'enzyme Cas9, qui va couper à un endroit précis, qui permettra ensuite une recombinaison. Alors, comment utiliser Cas9? Ici, on a un schéma très simplifié dans lequel on a un vecteur plasmidique qui est montré, dans lequel vous voyez en bleu, ici, vous avez la portion qui code la protéine Cas9. Ici, vous avez un promoteur CMV. Alors, CMV signifie cytomégalovirus. Il est bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est un promoteur qui
ici, est conçu pour fonctionner dans les deux sens. Donc ici, il y aura transcription de Cas9, et il y aura aussi transcription de soit ZS Green 1, soit TD Tomato. Donc ici, ce sont des protéines fluorescentes. Ce sera soit l'une, soit l'autre. Et le but de ces protéines fluorescentes, ce sera de vérifier simplement que le vecteur est bien rentré dans les cellules que l'on veut transformer. Donc, que l'on veut transfecter et recombiner. Donc, si les cellules sont, si on a choisi ZS Green 1, donc les cellules qui contiendront le vecteur seront vert fluo, puisqu'elles exprimeront en même temps la protéine vert fluo et la protéine Cas9. Donc, si c'est vert fluo, ça implique forcément que la protéine Cas9 est produite. Voilà. Alors, la protéine Cas9, on l'a vu, ne peut pas travailler toute seule, elle a besoin d'un ARN. Donc, dans la partie haute, vous avez ici une construction dans laquelle il y a un site de clonage multiple qui permet d'introduire un fragment d'ADN qui pourra coder pour la partie spécifique de l'ARN guide. Donc, ce n'est pas la peine de synthétiser la totalité de l'ARN guide. On l'a vu, il y a des portions de l'ARN guide qui sont toujours les mêmes. Alors, ces portions qui sont toujours les mêmes, c'est ce qui est indiqué ici par sgRNA scaffold. Alors, scaffold, ça signifie l'échafaudage. Donc, on l'a vu dans la diapo sur l'aspect moléculaire donc, de Cas9 avec son ARN guide, que l'ARN guide a des structures secondaires. Donc, ce qu'on appelle échafaudage, donc ce sont ces structures secondaires qui sont permanentes, toujours les mêmes. Donc, celles-ci sont codées dans le plasmide. Donc, dans le plasmide, pas besoin de les remettre. Donc, on va juste remplacer une petite partie du sgRNA par un petit bout d'ADN qu'on va cloner à l'endroit indiqué. Et ce petit bout d'ADN, c'est celui qui va rendre l'enzyme spécifique d'un site correspondant à ce petit bout d'ADN qu'on va rajouter dans ce vecteur. Voilà. Donc, ce vecteur va être ensuite transfecté dans des cellules. Et dans ces cellules, ce vecteur va couper le génome dans un chromosome à un endroit très particulier. Alors, ça ne suffira pas pour faire la mutagénèse, donc ça c'est juste la partie ciseau. Il faudra également avoir un deuxième vecteur avec un ADN qui sera homologue à la portion qui est coupée, de manière à ce qu'il y ait une double recombinaison homologue. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc là, c'est la partie uniquement ciseau-moléculaire qui est à montrer. Voici un deuxième plasmide qui fait la même chose. Donc vous voyez l'ARN guide en haut, le gène de l'ARN guide, ça commence à U6 promoteur. Donc le U6 promoteur, c'est un promoteur constitutif d'un ARN du spliceosome. Donc le U6 promoteur, c'est un promoteur que l'on trouve dans nos gènes, les gènes qui codent les small nucléaires ARN, qui servent donc à l'épissage de nos gènes, enfin de nos transcrits primaires. Donc, on a bricolé donc un gène artificiel en mettant le promoteur U6, qui est un promoteur fort et constitutif. Ensuite, on a créé un mini site de clonage multiple avec BAMH1 et BSMB1. Donc, l'ADN que l'on va introduire devra d'un côté posséder une extrémité BAMH1 et de l'autre côté une extrémité BSMB1. Voilà, donc on va ouvrir ce vecteur avec ces deux enzymes, purifier le vecteur ouvert sur gel d'électrophorèse, gel d'agarose comme on l'a fait en TP ensemble, et on va le mettre en contact avec la portion d'ADN qui code la portion spécifique de l'ARN guide. Et le gRNA scaffold, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est la partie qui code l'ARN guide qui ne change jamais. Pardon, voilà. Voilà, vous avez un premier gène en haut, comme ceci. Ensuite, il y a un deuxième gène avec un promoteur EF1A, donc c'est un promoteur d'un facteur de transcription, donc c'est un gène eucaryote, et vous avez la partie codante de la TGFP, donc ici c'est pareil, ça va, lorsque ce vecteur sera transfecté dans une cellule eucaryote, si le vecteur est présent dans la cellule eucaryote, elle deviendra vert fluo,
ça permet de vérifier que l'expérience a fonctionné. Ensuite, vous avez un CMV promoteur, donc cytomégalovirus. Comme il y a écrit virus et pas phage, on sait que c'est un promoteur eucaryote. Donc, quand vous voyez virus, il faut penser qu'on est dans un système eucaryote. Donc, ce promoteur est mis devant la partie codante, l'enzyme Cas9. Ensuite, il y a un petit rectangle orange. Ça, c'est une MIC-TDK, c'est un peptide antigénique qui peut servir éventuellement à faire une immunoprécipitation ou bien un Western blot à l'issue de l'expérience pour vérifier que Cas9 était bien là. Donc ça, c'est un gadget. Voilà. Ensuite, vous avez ORI-AMP-R, qui sont les portions du vecteur qui permettent au vecteur de se répliquer et d'être sélectionné. Et alors là, je vous le donne en mille, dans quel organisme? Eh bien, dans une bactérie. Donc, ce vecteur est fabriqué, donc il est fabriqué in vitro. Donc, il est multiplié avant qu'on fasse le clonage. Donc, il est multiplié dans une bactérie qui est sélectionnée avec l'ampicilline. Donc, ce vecteur se réplique grâce à l'unique origine de réplication qui est bactérienne. Donc, les bactéries transformées sont AMP-R. Ensuite, on fait une mini-PrEP. On digère par BAMH1, BSM-B1. On met ça en contact. Donc, on le purifie par par gel d'agarose, le fragment qui nous intéresse. On met en contact le vecteur ouvert avec l'ADN qui code la partie spécifique de l'ARN guide. Puis, on met la ligase en présence d'ATP et de magnésium pour refermer le vecteur. Donc, une fois que le vecteur est recombiné in vitro dans un tube, à ce moment-là, on va le transfecter dans des cellules animales pour que l'enzyme Cas9 aille couper au bon endroit. Voilà, donc ce vecteur-là n'est pas un vecteur navette puisqu'il ne possède qu'une seule origine de réplication et qu'un seul marqueur de sélection. Donc, ceci est un vecteur bactérien, donc c'est un vecteur de clonage bactérien. Donc, pourquoi c'est un vecteur de clonage bactérien? Parce que dans la bactérie, il ne sert qu'à produire de l'ADN, uniquement de l'ADN. Et par contre, on peut dire que c'est un vecteur d'expression eucaryote. Donc, c'est un vecteur de clonage bactérien et en même temps un vecteur d'expression eucaryote. Mais par contre, ce n'est pas un vecteur navette puisque dans la cellule eucaryote, ce vecteur n'aura pas la possibilité de se multiplier. Voilà. Et comme on n'a pas non plus de marqueur de transfection eucaryote, la GFP nous sert à repérer les cellules qui sont transfectées. Puisqu'ici, il n'y a rien qui permet de tuer les cellules non transfectées. Donc ici, ce qui permet de reconnaître les bonnes cellules, c'est la fluorescence. Voilà, donc ça, c'est deux exemples de cartes de vecteurs. Deux exemples qui vous montrent qu'on peut donc avoir sur un vecteur assez facilement un bricolage qui permet d'avoir un ciseau moléculaire qui coupe exactement à l'endroit qu'on veut. Donc voilà maintenant comment on va s'en servir. Donc, on va se servir de Cas9 pour créer une coupure double brin. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand il y a une coupure double brin dans l'organisme, il faut absolument réparer ça. Et si on fournit à la cellule qui subit cette coupure double brin une grande quantité d'ADN compatible avec une recombinaison homologue, la cellule va plutôt choisir la recombinaison homologue qui, a priori, devrait conserver la séquence. Sauf qu'on va la tromper et avec cette recombinaison homologue, on va, au choix, provoquer une délétion, une insertion ou une substitution. Voilà. Donc ça dépend de la construction qu'on aura proposée à la cellule. Voici un autre schéma qui représente exactement la même chose. Vous avez le ciseau qui ici peut être une méganucléase ou une thalène ou, à l'heure actuelle, plutôt une enzyme Cas9 avec un ARN guide. Donc ça, c'est la coupure. Une fois qu'il y a eu coupure, soit on laisse faire et on aura un HEJ, ça va faire la plupart du temps, on va casser le gène, soit on veut faire les choses de manière plus fine et on va faire ce qui est à droite, c'est-à-dire HR, homologose recombinaison. Donc, dans l'ADN donneur qui se situe ici, voilà, donc cet ADN donneur est la plupart du temps lui-même porté par un plasmide. Donc, quand on va faire la transfection,
on va transfecter les cellules avec 2 plasmides. Un plasmide qui va coder la synthèse de Cas9 et de l'ARN guide, un deuxième plasmide qui va coder des séquences qui vont correspondre à la zone que l'on veut modifier. Alors, dans ces séquences, il faut qu'il y ait une zone homologue à gauche et une zone homologue à droite. Donc, souvent, dans mes schémas, je mets A et B. Donc, ici, il y aurait, au niveau de la séquence cible, une coupure double brin entre A et B. Et au niveau de la séquence qu'on rajoute à l'aide d'un plasmide dans la cellule, au niveau de la séquence, on aurait les mêmes séquences A et B qui permettent de faire ces recombinaisons homologues qui sont ici symbolisées par la fameuse croix qui représente la jonction de Holiday. Donc ici, il y a une double recombinaison puisqu'il y a 2 croix. Une croix au niveau des séquences A, une croix au niveau des séquences B. Voilà. Donc ici, 2 exemples. Un exemple dans lequel on a une substitution et un exemple à droite dans lequel on a une insertion puisque la coupure ici, vous voyez, la coupure s'élargit. De toute façon, les 2 molécules, une fois coupées, elles se séparent. Et lorsqu'il y a recombinaison, on voit qu'il y a une séquence orange qui est introduite grâce à cette double recombinaison. Voilà. On peut faire de la même manière une délétion, tout à fait possible. Donc, il suffit pour la délétion d'avoir les séquences A et B qui sont côte à côte, alors que sur la séquence cible coupée, les séquences A et B sont éloignées. Et donc, toute la partie sur la séquence cible qui est située entre A et B est perdue, et donc on a, dans ce cas-là, une délétion. Donc là aussi, si vous voulez bien comprendre, il faut que vous fassiez votre petit schéma vous-même, si vous voulez réellement bien comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est tout pour ce cours-là. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Et après, je vais vous parler de ce qu'on fera pour la suite et la semaine prochaine et les semaines suivantes. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours là? Non? Pour le moment, non. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement, comme ça je pourrais faire le montage. Voilà.